Bonjour, bonjour les amis. Donc nous voici en tête à tête, en face à face, entre Didier et moi pour faire un c'est pas du mainstream à propos de la loi Yadan. Après, on s'engage à dire du mal de tout le monde, ça c'est normal, hein, parce Oui. que surtout que cet épisode les a mobilisés, les connards. Hein, ça a été quand même assez impressionnant. Simplement, on avait prévu de faire cette vidéo au moment de la discussion du texte de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Il se trouve qu'on a appris hier qu'elle avait été retirée de l'ordre du jour. Ça a été présenté par les gens de LFI, c'est Clémence Guettet qui était une vice-présidente de l'Assemblée qui présidait à ce moment-là et qui l'a annoncé. Et donc, ovation, on a gagné sur tous les réseaux, Clémence Guettet en tête, on a gagné, ils ont reculé, ils ont capitulé, etc., etc., jusqu'à Goldnadel qui est venu un petit peu jouer les victimes. Hein, quand on connaît Goldnadel, je le connais depuis 30 ans, quand on sait pourquoi il est là, qui c'est qui l'a lancé, qui c'est qui l'a financé, effectivement, il y a de quoi rigoler, parce qu'il n'est pas idiot, lui. Il sait très bien quelle est la manipulation qui est derrière. Donc, mon cher, alors il se trouve que lorsqu'on en a discuté hier avec Didier, on s'est aperçu qu'on était exactement sur la même ligne concernant ce que nous considérons tous les deux être une manipulation. Alors, je te passe la parole pour que tu la décortiques, cette manip. Donc, de faire cette confusion entre l'antisémitisme et l'antisionisme, euh, en présentant ça comme étant les formes renouvelées de l'antisémitisme, il faudra bien m'expliquer ce que ça veut dire les formes renouvelées de l'antisémitisme, hein, tout ce charabia. Eh bien évidemment, c'était réduire les gens au silence. C'est interdire la moindre critique, la moindre pensée, non pas, il ne s'agit pas du tout d'une religion, il ne s'agit pas du tout des juifs essentialisés, il ne s'agit pas, même pas de l'existence de l'État d'Israël, il s'agit de condamner et de critiquer quand on en a envie, sans avoir besoin de se justifier en respectant tous les termes de toutes les lois connues, de critiquer la politique euh, monstrueuse, totalitaire et sanguinaire de Benjamin Netanyahou, allié à l'extrême droite suprémaciste israélienne. Et ça, de toute façon, toi à moi, des millions de Français, on continuera à le faire. Nul ne nous fera fermer notre gueule. Il faut qu'ils en soient conscients de ça. Jusqu'à notre dernier souffle, on dira ce que bon nous semble. Et si on sera derrière les barreaux, on continuera à le dire, ça. Parce que ça, c'est quand même ce qui nous caractérise, un certain nombre, mais ce qui caractérise l'esprit français. Une fois qu'on a dit ça, il y a deux éléments qu'on va développer, je pense, qui sont les pires, et qu'a développé notamment le juge Trévidic. D'abord, ça aurait été la première fois qu'en France, je parle au passé, mais évidemment, il faut parler au présent et au futur, parce que cette loi va revenir, hein, d'une manière ou d'une Non, autre. attends, Didier, je t'interromps parce que là, on est dans le cœur du débat. Je voulais tordre le cou à la manipulation d'hier. C'est-à-dire qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée, Voilà, elle a été alors, retirée et on nous annonce un projet de loi. Et voilà, ça, c'est décisif. alors, Donc, je voulais quand même faire une entrée en matière pour dire de quoi on parle. Cette loi, en fait, c'était juste pour dire, et effectivement, on va rentrer dans le corps du sujet, que ça serait la première fois qu'on rentre dans la tête des gens pour criminaliser leurs pensées et une intention implicite. Enfin, c'est du jamais vu. Alors, sur la manipulation, effectivement, retirer une proposition de loi, ok, pour dire ensuite qu'il y aura un projet de loi qui sera déposé au Sénat, parce que le Sénat est encore plus soumis, parce pourquoi? Parce que finalement, il est dominé par les formations dites de droite qui sont complètement derrière Netanyahou, hein, c'est comme du temps des Gilets jaunes, comme sur la réforme des retraites. On peut s'interroger sur le caractère un peu étrange de la droite française, hein, en tout cas la tournure qu'a pris la droite française, euh, en faisant un projet de loi
d'abord, ça lui confère une force que n'avait pas une proposition de loi, premièrement. Deuxièmement, on le présente au Sénat, je viens de l'expliquer pourquoi. Troisièmement, il y a la possibilité du coup près, du 49-3, auquel ce gouvernement et ses succédanés nous ont habitués. Et donc là, c'est OK, vous voulez pas, vous voulez faire ce qu'ils appellent l'obstruction, ce qui est juste démocratique. Eh bien, non seulement on va voter une loi pour vous faire fermer votre gueule, mais on va, pour bien vous habituer, vous faire fermer votre gueule parce qu'on va la faire passer par le 49.3. Et vous allez comprendre dans quel pays vous vivez. Vous allez comprendre ce qu'est l'essence de la Macronie et vous allez comprendre ce qu'est l'essence de ce pouvoir israélien qui nous commande en fait, hein, parce que c'est ça le fond du problème. Qui est souverain? Moi j'avais compris que on était sous le double joug de l'oncle Sam, qui est de plus en plus gâteux, même s'il est renouvelé, et de la Commission européenne. Je dis même plus l'Union européenne, ça ne veut rien dire, et de la Commission européenne. Mais en fait, la trilatérale, aujourd'hui, c'est Trump, Netanyahou, Van der Leyen. Eh bien, bravo, hein. La France est encore un pays souverain, la France est encore une démocratie, qu'on nous raconte plus ce genre de sornettes, parce que plus personne ne peut le croire. Enfin, toute personne dotée d'un cerveau comprend qu'on n'est plus en démocratie. Alors, je voudrais ajouter quelque chose sur le projet de loi. Donc, c'est proposition, initiative parlementaire. Il y a des petites fenêtres qui leur permettent de faire ça. Et ce qu'a fait Caroline Yadan, on va en parler. Et puis, le projet de loi, c'est le gouvernement, avec des prérogatives dont tu viens de parler, le 49.3, en cas de blocage, dont ce pouvoir s'est servi régulièrement. Donc, ça procède aussi d'une autre prérogative qui est la maîtrise de l'ordre du jour de l'Assemblée, c'est le gouvernement qui l'a. Et donc, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'il y avait eu une grosse polémique, qu'il y avait eu une pétition assez importante. La Euh, deuxième en nombre de hein, signatures. et comme le président de la République avait lui-même pris des engagements concernant le droit de pétition, et vous allez voir le tweet qu'il la relaie, qui le relaie, pardon, cet engagement, elle a naturellement été mise au panier. Mais ça témoignait du fait qu'il y avait quand même pas mal d'émotions autour de ce texte, qui était quand même la moindre des choses. Donc, on va essayer de renforcer le poids, d'éviter un vote négatif, qui était peut-être possible, sur la proposition de loi et revenir en force. Mais on va d'autant plus revenir en force, c'est que monsieur Le Cornu s'est engagé. Il est allé au dîner du CRIF, mais la honte de la République, hein, avec une quarantaine de ministres et d'anciens ministres, avec le procureur général de la Cour de cassation, etc., qui viennent prendre leurs ordres. Je suis désolé, hein, ils viennent prendre leurs ordres. Et qu'est-ce qu'il a dit, Le Cornu? Il a dit, hein, applaudissement de la salle, grand sourire du patron du CRIF, le CRIF étant l'ambassade d'Israël numéro 2, il a dit, nous allons présenter un texte et faire adopter un texte contre l'antisémitisme et il a peut-être pas dit les formes renouvelées, je me rappelle plus, mais contre l'antisémitisme. Alors, tu as tout à fait raison de dire que l'antisémitisme est la lutte contre l'antisémitisme est un combat qu'il faut savoir mener, mais aujourd'hui, comment peut-on déplorer cette montée de l'antisémitisme qui est réelle, mais c'est exactement corrélé à ce que fait Israël en Palestine. C'est tout. Il y a Il y une a ça, et montée. puis, et puis pour apporter de l'eau à ton moulin, j'ai vu hier sur un compte X, et puis je suis allé vérifier, c'est vrai, j'ai dit on ne sait jamais, c'est pas de l'IA, etc., ça a été sourcé. Caroline Adam, qui est dans un cénacle, et qui montre des vidéos, et qui fait en fait un cours, hein, vraiment des arts appliqués, qui dit voilà, je vais vous montrer comment j'ai manipulé Jean-Noël Barrot. Il est venu me voir, il m'a appelé, on a passé plus d'une heure ensemble, je lui ai expliqué, etc., Israël, machin et tout.
Et à la fin de l'entrevue, qui a duré très longtemps, plus d'une heure, il m'a dit, en résumé, si je devais retenir quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Et elle lui dit, n'autorisez plus le terme génocide en France. On ne doit plus, en France, parler de génocide. Le lendemain, question au gouvernement, il arrive et il dit exactement ce qu'elle lui avait dit la veille. Et elle montre avec son pointeur et sa télécommande, il dit, ouais, regardez comment je l'ai maté. Et elle dit ça de façon ouverte, désinhibée. Donc quand tu dis ils viennent prendre leurs ordres, alors je sais, moi il y en a un qui m'a dit, vous êtes dans l'antisémitisme, les juifs sont partout, ils sont partout, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'antisémitisme? Qu'est-ce que ça a à voir avec ils sont partout? C'est juste factuel. Et que ce soit aujourd'hui Israël, ça pourrait être, comme elle l'a dit elle-même, n'importe quel autre État, n'importe quel autre. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est Israël. Elle a dit qu'Israël n'a pas été cité dans sa proposition de loi. J'ai compté les occurrences, il a été cité 17 fois, dès la première ligne, dès le premier mot. Ces gens sont des menteurs, quoi. En Et alors, plus, en ça, c'est le plus. premier point. Ils fabriquent de l'antisémitisme parce qu'ils montrent ce que les vrais antisémites leur reprochent, à savoir que ce sont des gens qui sont derrière et qui tirent les ficelles de la finance, de la politique, de tout ce qu'il faut dire et pas dire. Mais elle-même, elle va dans la gueule du loup, elle dit, regardez comment je tire les ficelles, regardez mon Pinocchio comme il est beau. Enfin, c'est redoutable, quoi. Hein. Bon, ça, c'est, j'allais dire, la cerise sur le terrible gâteau. Hein. Mais ce qui est grave, évidemment, c'est ce qui a été commis à Gaza. Pratiquement 22 000 enfants massacrés. Je prends les chiffres officiels, non contestables, non contestés, etc. C'est sans doute beaucoup plus. 72 000 morts civils, pour la plupart, à 90% des femmes, des enfants, etc. Aujourd'hui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le Liban Sud est rasé, exterminé, réduit en cendres. Les ponts sont abattus de telle sorte que tout le Liban Sud est coupé du reste du Liban et que la capitale elle-même, Beyrouth, est bombardée. Des immeubles entiers s'effondrent avec des familles dedans dont on essaie de raconter l'histoire, toi, moi, un peu tout le monde, et en remontant la généalogie, leur donner un visage, une histoire des poètes, des journalistes, des magistrats, des avocats, des ouvriers, des plombiers, des gens qui amenaient leurs enfants à l'école, qui avaient une vie sans histoire et qui ne font de la politique ni de près ni de loin. Voilà ce qui est en train de se passer. Comment on peut être un être humain simplement et accepter ce genre de choses? On ne peut pas. Moi, j'en fais des cauchemars. Parce que quand le soir, je m'endors et que je regarde, je lis, on lit beaucoup, on regarde, toi et moi, on est passionnés par ça, mais je fais des cauchemars. Quand j'ai vu les images non floutées, etc., d'enfants mutilés, morts, etc. Mais comment, quand on est père de famille, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, on peut accepter ça? On ne peut pas accepter ça. Et cette loi d'essence fasciste n'a qu'un but, mettre un voile sur cela pour dire ces gens-là ne sont pas des gens, ce sont des sigles et on se bat contre le Hamas et on se bat contre le Hezbollah. Voilà à quoi sert cette loi. C'est une infamie fasciste. Alors, la montée de l'antisémitisme, elle est aussi due au fait que le sionisme, dans ce qu'il est devenu, pouvait-il être autre chose? Je ne sais pas. Ça, ce sera un débat qui sera plus tard. Mais ce que ce sionisme est devenu, l'image qu'il montre, donc que tu viens de décrire, les réactions qu'il provoque dans le monde entier, Israël est devenu un État paria et un État génocidaire, parce que la question du mot génocide, et on va en parler tout à l'heure quand on parlera du contenu de la loi, il a été consacré. Il a été consacré par des juristes, hein, et je reviens sur ce que je dis, la CIJ, la Cour internationale de justice, a dit qu'il y avait risque de génocide, mais compte tenu des procédures, elle n'a pas encore pu prendre une décision le qualifiant à partir de la violation constatée des normes prévues dans la Convention sur la répression et la prévention du génocide, la Convention de 48. Mais
La doctrine, là je reste sur le juridique, la doctrine est une des sources du droit. Il n'y a pas que la jurisprudence. Non, Hein. bien sûr, On a le texte, on a tous les juristes internationaux dignes de ce nom l'ont dit, mais des milliers de juristes, et il y a également tous les historiens, et en particulier des historiens israéliens. C'est un génocide. oui, Point comme, barre. comme Point Cohen barre. Sodal, que j'ai vu récemment et qui a dit des choses très fortes. Euh, et j'allais dire en plus, évidemment, ces milliers de juristes ont établi des critères objectifs, parce que le droit, c'est toujours des critères objectifs. Ça peut pas être implicite, ça peut pas être subjectif, et ça peut pas être dans le corpus même de la création de la loi, l'interprétation déjà là, quoi. Qu'après, il y a évidemment le juge qui est sa liberté d'appréciation, ce qui va donner de la jurisprudence, tout le monde peut le comprendre. Mais il y a des critères objectifs pour déterminer un génocide, et il suffit que l'un de ces critères soit rempli, et là même que même, et ça va loin là, hein, parce que les gens sont assez habiles, hein, on peut même arriver à démontrer là pour le coup, et je vais battre en brèche mon propre raisonnement, l'intention génocidaire qui peut se démontrer. Euh, Alors, le, le, Intéressant le, quand même. le problème, bon, alors, je mets de côté, bien sûr, les gens, j'avais vu François Ruffin sortir sa calculette ou récemment Stéphane Courtois. Il n'y a pas assez de morts. Ah bon, d'accord. Non, c'est pas le critère du nombre de morts qui joue. Ils sont d'une autre nature. Mais ce que je veux dire, c'est que la mauvaise action que représente cette proposition de loi et du projet à venir, elle est de finalement être finalement profondément antisémite, parce qu'elle considère qu'un État, avec des citoyens de cet État qui se proclament État juif, fait que tous les actes accomplis par cet État le sont parce que les gens qui y habitent sont juifs. C'est-à-dire qu'elle essentialise le judaïsme comme auteur de génocide. C'est comme si on avait dit l'Holocauste qui a été organisé par des nazis. Nazis qui étaient au pouvoir, que le peuple allemand a quand même suivi, mais il ne viendrait à personne à l'idée de venir dire par essence Alors les voilà. Allemands sont génocidaires. Enfin, Alors qu'est-ce là, que ça veut dire? c'est fondamental ce que tu dis, parce que c'est vraiment, on est dans la philosophie, hein. C'est-à-dire c'est le vieux débat entre l'essence et l'existence. C'est-à-dire, est-ce que de manière consubstantielle, dans notre substance même, dans notre substrat, dans notre substantifique moelle, on est coupable de génocide parce que ça serait inscrit dans nos gènes. Et c'est tout l'antisémitisme qui est basé là-dessus. Mais bien sûr. C'est-à-dire, depuis l'histoire, regardez, le juif errant, les juifs à travers les siècles, ils ont toujours été persécutés. C'est bien qu'il y a quelque chose de biologique, hein, chez les juifs. D'où après les attributs, le nez crochu, les yeux globuleux, les mains, etc., la peau verte. Toi qui es un fan de BD et de dessin, tu connais par cœur ces caricatures. C'est monstrueux, quoi. C'est-à-dire, c'est rebondir sur la représentation viciée du juif à travers les époques pour dire oui, on est ça, et pour lutter contre ça, c'est exactement ce que tu dis, comme on est essentialisé, on va se servir de ça pour dire ah ben non, vous n'avez pas le droit, et on va mettre un voile pudique sur ce que nous sommes. C'est un peu ce qu'a dit d'ailleurs dans un tweet que j'ai vu Claude Askolovitch, qui a dit en tant que juif et sioniste, parce qu'il se revendique sioniste, je ne peux pas accepter ça, justement parce qu'on n'est pas des sous-citoyens, etc. Et il a bien fait d'ailleurs. Parce que cette loi, alors on a parlé du fait que Caroline Yadan était dans des cénacles où elle disait regardez comment je tire les ficelles, ça c'est la forme, comme disait Hugo, c'est le fond qui remonte à la surface, mais de manière beaucoup plus profonde, vicieuse et pernicieuse, il y a aussi ce problème philosophique, ontologique, moral, qui va essentialiser tout un peuple pour dire comme on est comme ça, il faut nous protéger. Mais c'est monstrueux en fait. Alors, C'est monstrueux. Caroline Yadan et tous les larbins français de la presse mainstream, du système, des politiques, des parlementaires qui s'apprêtaient pour un certain nombre, on ne sait pas s'ils auraient été majoritaires à voter, hein, marchent dans cette combine et acceptent d'essentialiser ce qui se passe
en Palestine comme étant des crimes juifs par nature. Mais c'est absolument Et là, on peut se monstrueux. poser des questions. Moi, si tu veux, j'ai pas d'explication, hein. Alors, et quand ils disent, parce que Sur la faut classe voir politique aussi, française, il y j'ai a pas d'explication. plein, parce que parlons de ce lobby, le lobby israélien, le lobby juif, non. Le lobby israélien. Des lobbies communautaires, ça existe. Il y a un lobby catho, évidemment. Hein. Il y a un lobby protestant, évidemment. Il y a un lobby gay, évidemment. Mais ça, c'est le fonctionnement de la société. Elle fonctionne aussi en réseau. Moi, je veux dire, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. En revanche, le lobby d'un État étranger, ça me pose un problème. Et là, qu'est-ce que je constate? C'est que cet État étranger vient dire et fait dire par ses relais en France, alors une communauté juive qui doit faire 400 000 personnes, il doit y avoir 15 000 fanatiques qui soutiennent ça. Hein. Les autres, les malheureux, ils n'en sont finalement, d'une certaine façon, que les victimes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ceux qui s'y opposent, parce qu'il y en a plein qui s'y opposent, et je sais pas, aux États-Unis, je pense à Finkelstein ou au saxophoniste Hatzmon, ou d'autres qui sont très virulents. Ah non, c'est pas des vrais juifs. Ce sont des faux juifs. Ne sont juifs que ceux qui soutiennent Netanyahou. Parce que c'est ça au final. Non, Non. mais tu te rends compte, c'est comme si nous, parce que j'ai essayé de transposer ça, parce que les gens, parfois, c'est trop abstrait. On est ailleurs, on n'est pas en France, etc. On va faire une loi parce que Macron fait une politique, hein, et donc on est assimilé à la politique de Macron, ce que qu'à Dieu ne plaise, hein, toi et moi. Enfin, moi, je suis pas réductible à Macron, je suis un Gaulois irréductible et réfractaire, ça me va. Euh, et on te dit, ah non, non, mais on fait ça parce que sinon c'est du racisme anti-blanc. Elle est où la différence? C'est-à-dire, tu vas être défendu contre le racisme anti-blanc parce que tu es assimilé à Macron qui est censé représenter la France? Mais c'est monstrueux, en fait. Moi, je suis en rien macroniste, je suis français, je suis blanc, c'est une contingence, parce que tout ce qui est important est contingent. Je suis né dans une famille qui est devenue française, qui s'est battue pour la France. J'ai du sang exclusivement italien dans mes veines, si tant est qu'on puisse parler comme ça. Et la France, c'est la carte, le territoire, bien sûr le droit du sol avec un mix du droit du sang, mais c'est aussi une idée, un projet auquel on adhère. Ça veut dire que essentialisé, je suis dans un déterminisme qui m'empêcherait de m'émanciper de ma religion, de mon milieu, de mon ethnie, de ma couleur de peau, de mon milieu socio-professionnel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces conneries en fait? Qu'est-ce que c'est qu'on nous raconte? Et alors, où je bondis, c'est que de voir une partie de la classe politique, et je dois rendre hommage à la France insoumise sur le sujet, hein. Je suis assez critique par ailleurs sur certains pans de leur politique qui m'exaspèrent, mais je dois dire que là-dessus, ils ont une constance magnifique, hein. Ils ont du courage, parce que c'est pas facile, il faut leur rendre hommage là-dessus. Mais c'est quoi le reste de la classe politique? Le RN aujourd'hui, le RN, alors je pense qu'il y a quelque chose là bon, on ne va pas rentrer dans la psychologisation, le père, la mère, la fille, Attends, etc. Didier, on s'était fait un petit déroulé. On va y revenir sur ceux qui Non, mais je soutiennent. voulais dire ça parce que je ne sais pas si Oui, tu as l'explication de cette classe politique comme ça soumise à des idées folles. On en a toute une foule d'explications, hein. Mais la bonne, la décisive, moi, j'arrive pas. Je me dis, il y a quelque chose d'irrationnel qui fait que des gens qui, normalement, quand tu les rencontres individuellement, réfléchissent, ils réfléchissent plus. Moi, ça me alors, dis-moi. Donc, proposition de loi Yadan, tu as caractérisé le rôle joué par cette personne, le rôle politique. Elle est l'instrument de Netanyahou en France. Elle n'est pas autre chose. Faut pas me raconter d'histoire. Je l'ai jamais entendu dire prendre une position quelle qu'elle soit qui soit de notre intérêt national et parlementaire. Hein, alors je ne sais pas si elle appartient au comment dire, au parti de Macron. Enfin, tout ça, c'est une, une facilité, une commodité. Alors, déplaise. qu'est-ce qui lui a permis de déposer cette proposition de loi? Le fait qu'elle est députée, mais elle est députée de où?
Elle est députée d'une circonscription sur mesure de Français de l'étranger dont l'électorat est composé par des franco-israéliens, c'est-à-dire des gens qui ont une double nationalité, qui résident là-bas, donc dont la citoyenneté première est bien évidemment la citoyenneté israélienne. Donc elle est une députée d'Israël. Elle est une députée, elle aurait pu se faire élire à la Knesset, mais non, elle se fait élire en service commandé à l'Assemblée nationale française par des électeurs qui sont des électeurs israéliens. Moi, je suis pas opposé à la double nationalité par principe, parce que bon, il y a des histoires personnelles à chacun, mais désolé, déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de circonscription des Français à l'étranger? Vous partez, vous vous expatriez, vous ne payez plus vos impôts en France. Or, le vote, c'est la contrepartie du fait que on doit payer des impôts. Donc, on mandate des gens pour les fixer, en fixer les montants et les modalités de recouvrement. Donc, à partir du moment où vous renoncez à ce statut, vous n'avez plus le droit de vote. Ça ne veut pas dire on va vous priver de la nationalité ou de votre histoire. C'est pas ça. Simplement, hein, et c'est Là euh, aussi, tu vois, toi qui attends, je termine. C'est une as réforme récente. C'est Sarko qui a mis ça dans la Constitution. C'est une absurdité. mais toi qui es juriste et éminent juriste, évidemment, là, on touche aussi à l'essence du Parlement, et notamment de l'Assemblée nationale. On est député A, on n'est pas député 2, on n'est pas sénateur, on n'est pas le représentant d'un territoire. C'est-à-dire que chaque député est le représentant d'une portion non territoriale de l'identité nationale, de la représentation nationale. Et donc, les députés doivent faire la loi. Ils ne sont pas là pour être dans l'intérêt, donc ils sont là pour faire la loi pour le bien commun, pour l'intérêt général. Une loi nationale, non reliée à des particularités locales, fussent-elles des Français de l'étranger ou régionales comme la Corse, etc. On est député à. Mais ça, c'est pas nouveau, si tu veux. Depuis la fin du gaullisme, le rôle de député, c'est Jean Foyer qui avait fait un magnifique livre là-dessus, que j'ai étudié en fac de droit. C'était magnifique parce que c'était vraiment le rôle du député. Petit à petit, on s'en est écarté, et c'est pas un hasard que ce soit Sarkozy qui a présidentialisé le régime à outrance, qui l'a atlantisé et qui l'a, d'une certaine manière, israélisé, quoi. Je m'explique, c'est-à-dire que dans cette triple appartenance, Union européenne, je devrais dire Commission européenne, euh, Atlantique, États-Unis, et finalement cet État Israël vu comme une entité sioniste, alors que c'est au-delà de tout ça, hein, eh bien, fait qu'on est dans la confusion et que le député qui est à la fois, soi-disant, je sais pas moi, une espèce d'assistante sociale, une nounou, qui doit trouver des appartements. Enfin, j'ai fait ce boulot hein, d'assistant parlementaire pendant des années. On vient te voir pour tout et n'importe quoi. Bon, tu es là pour faire la loi de l'intérêt national pour tous les Français. Et donc là, on est perméable à tous les lobbies d'États étrangers, parce qu'on dit souvent la Russie, etc. Moi, je ne vois pas trop l'influence de la Russie, de la Hongrie ou de la Roumanie dans nos affaires, hein, excuse-moi. Je vois l'intérêt des Américains et l'intérêt surtout, les intérêts de Netanyahou et de Trump. Et moi, ça me dérange parce que je n'ai pas à voter pour Netanyahou, je n'ai pas voté pour Trump. Et donc, je suis, jusqu'à preuve du contraire, dans un État, je ne sais pas s'il est encore souverain, mais je n'appartiens pas à une entité fédéralisée pour l'instant, presque. De fait, oui, quand même. Hein. Mais bon, voilà. Ça, c'est un vrai Alors, problème. le, C'est un vrai le, cette personne, donc, qui est une. Parce que, bon, la double nationalité est très facilement accordée.
aux Israéliens, puisque l'accès à la citoyenneté est quasiment automatique. Hein, pour les Juifs, alors il y a, faut justifier. Je connais pas bien les règles d'état civil, mais on devient immédiatement citoyen de l'État d'Israël, ce qui fait que, et c'est Meir Habib qui le disait, il y a 200 000 franco-israéliens, y compris il y en a beaucoup dans l'armée. C'est un vrai problème. Je suis désolé, c'est un vrai Oui, parce qu'en problème. même temps, si tu veux, le problème, tu viens de mettre le doigt là aussi, c'est que après ce qui s'est passé sur la Shoah, et nous sommes d'accord, toi et moi, je le sais, pour dire que c'est un événement, il y a un caractère unique de la Shoah. Il y a rien eu de pire, et j'espère que ce sera le premier et le dernier, parce que c'est tellement horrible. Bon, que après on peut débattre, est-ce que c'était une bonne idée, pas une bonne idée, le bon endroit, la notion de peuple élu, pas élu, selon qu'on est croyant, pas croyant, mais qu'il y ait, d'un point de vue juridique, restons dans le droit, un État, une terre qui accueille des gens qui ont été persécutés, qui disent voilà, c'est notre havre de paix, on a le droit nous aussi à un pays, etc. Ça peut se concevoir. On peut discuter après de l'opportunité ou pas. Est-ce qu'il aurait mieux valu que, est-ce que les intérêts des Israéliens, enfin des Juifs, eussent été mieux défendus si on avait maintenu la diaspora, etc., sans État? Non, Alors non, mais ça, attends, Didier, il y a un problème là, ouais. dans ce que tu es en train de dire. C'est que euh, Israël n'est pas créé à cause de la Shoah. Alors, oui. Alors, attends. Non, mais n'a pas été créé à cause de la Shoah, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que des années après, on peut justifier qu'un État accueille des gens justement à cause de ça. Mais même si, évidemment, au départ, ça n'a pas été créé pour ça, et ça a été créé sur un coin de table, et on sait comment, hein, de manière euh, euh, assez autoritaire, on va dire, avec Oui, des non, histoires. mais attends, la conception, c'est fin 19e. Oui, oui, bien C'est sûr. fin 19e. Donc, c'est un projet qui est un projet, alors c'est un projet colonial évidemment, c'est un projet, enfin, donc il y a tout un tas de caractéristiques, on va pas revenir là-dessus parce que ça va nous emmener très loin, Voilà, non, c'est pour mais, ça que je ne veux pas mais ouvrir. la question, si tu veux, non, moi je refuse désormais de débattre, et on va peut-être en parler un peu plus loin à propos de la Shoah, justement, parce elle est concernée par cette loi. Donc, en disant, et je l'ai pensé en plus, hein, c'est comme disait le pédiatre de mes enfants, avec ce qu'on a subi, on a droit à une résidence secondaire. Aujourd'hui, c'est non. C'est Alors non. voilà, non, Aujourd'hui, c'est alors, non. tu vois pourquoi j'ouvre ce débat? Parce que, évidemment, il est tacite, mais tout le monde l'a à l'esprit. Et c'était, je ne sais plus qui parlait de crédit victimaire. Je me demande si ce n'était pas Finkielkraut qui avait dit ça, on a un crédit victimaire, etc. Et lui-même, aujourd'hui, il est quand même assez troublé, Finkielkraut, hein, et je l'ai entendu dans plusieurs émissions dire, c'est là où je voulais en Oui. venir. Non, 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 mais c'est là où je voulais en venir quand même, c'est que après ce qui s'est passé, que Netanyahou se conduise comme ça, et que parce qu'on a vécu l'horreur, ben on va infliger l'horreur, Mais il et n'a c'est ça. rien vécu, Netanyahou. C'est une filiation de néo-nazis américains. Enfin, c'est Jabotinsky, dont son père était un des assistants, et lui a été élevé là-dedans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, c'est très important ça. Je pensais en parler un peu plus tard. Le problème de cette loi. Euh, euh, et le problème la politique actuelle de l'État de Netanyahou, enfin de l'État dirigé par Netanyahou, est qu'elle est négationniste, c'est-à-dire qu'elle ramène l'Holocauste, qui est un événement colossal, européen, hein, c'est-à-dire qu'un des pays les plus civilisés du monde a mis toute sa puissance industrielle pour exterminer des gens sur la base de critères scientifiquement historiquement absurde. Hein. On a décidé que
c'était une race inférieure de je sais pas quoi, etc. Hein, et sur la base de ce critère, on a commis un acte, c'est le massacre industriel. Le massacre des Arméniens n'était pas industriel comme ça. Le massacre au Rwanda, des Tutsis, n'était pas un massacre industriel comme ça fait énormément de morts, bien évidemment. Là, il s'agissait de incroyable. On a mis tous les moyens de cet État, un des plus puissants du monde, au service de, au-delà de son caractère abominable, au service d'une absurdité. Qu'en a fait cet événement inouï? Qu'en a fait M. Netanyahou et tous ceux qui le soutiennent? Hein? Il en a fait un crédit victimaire, un capital, mais qui est mort, qui est usé aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, et l'attaque sur le massacre du Liban par rage à cause du cessez-le-feu, hein, cette espèce de violence, Alors là, c'est important aussi, tu vois, on en a ce parlé. culte du meurtre, hein, aujourd'hui, mais ne peut en aucun cas tirer des chèques sur ce capital. Mais Il est ça, je voudrais mort. dire un truc là-dessus. Ils ont tué Oui. cette dimension unique de la Alors, Shoah, ils l'ont et tué. puis, Ce sont si des on est d'accord, négationnistes. si on est d'accord, on va rendre public ce qu'on s'est dit à ce sujet souvent, toi et moi, parce que bon, je me souviens d'une de nos dernières discussions téléphoniques, on s'est dit, on a grandi dans l'horreur de la Shoah. On n'est pas juif, ni toi ni moi. Et moi, je veux dire, toutes mes lectures, le journal d'Anne Frank, les films que j'ai vus, Nuit et Brouillard, il y avait une série Holocauste à la télévision française. Ma mère me disait, il faut regarder ça, etc. Tous mes exposés à l'école, c'était sur la Shoah. On ne disait pas Shoah à l'époque, on disait en France, on disait plutôt Holocauste quand j'étais gamin. Bon, voilà. J'ai évidemment lu après Inconnu à cette adresse de Cressman, magnifique livre poignant. J'ai vu Au revoir les enfants, j'ai vu La liste de Schindler, j'ai lu W ou Le souvenir d'enfance, Si c'est un homme de Primo Levi, etc., etc., ou le magnifique film de Benigni. Euh, je suis comme toi, on a été choqué, frappé, et d'une certaine façon, on porte en nous cette souffrance de l'humanité. Et nos engagements politiques, humains, culturels dans la vie sont marqués du sceau de l'Holocauste. C'est ça que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, c'est comment, en ayant grandi dans ça, il y a encore des gens aujourd'hui qui peuvent, notamment dans la classe politique et médiatique, et une sous-classe politique, excuser les assassinats de masse, si on ne veut pas utiliser le terme génocide, ok, très bien, de Netanyahou, avec un cynisme sans nom. Le premier jour de la guerre en Iran, ça c'est les Américains. J'ai vu, peu importe, un documentaire il y a 2 jours, il y a 3 jours, dans un festival où on t'explique quand même que les Tomahawks qui partent du porte-avions peuvent être guidés jusqu'à la dernière seconde parce qu'il y a une caméra hein, sur les missiles. C'est complètement guidé. On a vu Zelensky là, se flatter de la guerre maintenant propre et tout. Hein. Vous avez, il est content derrière. Il n'y a plus d'humains derrière. On peut prendre des positions très bien. 180 victimes, alors de 168 à 190 selon les sources, à l'école iranienne, dont des dizaines de fillettes de 7 à 12 ans. Et tu as encore des centaines de gens, les 15 000 dont tu parlais, peut-être, qui te disent non mais c'est pas grave. Parce qu'il y avait, on n'a pas idée, il y en a plein qui m'ont répondu, je les bloque, je réponds même plus, on n'a pas idée de construire une école sur une base militaire. Les mecs, ils en sont là. Comment c'est possible? Et comment on peut instrumentaliser la Shoah pour justifier de tels massacres d'enfants, de femmes, de petites filles allant à l'école? Mais moi, je ne comprends Didier, pas ça. Ça me dépasse. faut aller plus loin. Faut aller plus loin. C'est-à-dire que quand j'ai lu là, il y a quelques jours, le journal intime d'un officier SS qui participait au massacre de la Shoah par balle. Et il décrit, voilà, machin, je tuais les nourrissons, mais ça ne me provoquait rien. De Shoah toute par balle, façon, il faut dire où c'est, parce que les gens ne savent pas forcément. La Shoah par balle, ben, c'est c'est-à-dire que la moitié des Juifs qui ont été exterminés
pendant l'Holocauste, justement, l'ont été par balles, par des troupes qui étaient derrière le front de la Wehrmacht qui avançait en Union soviétique. Et la même Donc, chose a été faite en Ukraine. hein, voilà. Et les Ukrainiens, hein, et Bandera en particulier, Était hein, spécialiste. le héros de Zelensky et de tous ceux qui soutiennent l'Ukraine d'aujourd'hui donc les mouvements néo-nazis là-bas sont portés au pinacle. Et il y a des tas de statues dans l'ensemble de l'Ukraine pour fêter ceux qui ont massacré les Juifs comme auxiliaires des Allemands à ce moment-là. Au point d'ailleurs que les nazis disaient ils en font trop quand même, hein, ils sont trop. Hein, le Bandera, c'est insupportable. Bon, ce qui prouve bien le dérèglement de de nos sociétés. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai lu ce truc et c'est épouvantable. Hein, c'est épouvantable, vraiment inaccessible à des sentiments humains. Et puis, je vais sur X le matin et c'est toujours une épreuve d'ouvrir X le matin parce que j'ai toutes les exactions israéliennes et il y a des gens qui tiennent exactement les mêmes discours, hein, d'anciens députés, des militants à la télévision, etc. Et j'entends un ancien député à la Knesset qui dit, vous comprenez, hein, Hitler avait dit, je peux pas vivre dans un pays où il y a des Juifs, hein, et moi je dis, je peux pas vivre dans un pays où il y a des Arabes. Mais pardon. Donc il y a et quand je dis que c'est un comment dire c'est un mouvement qui est devenu négationniste, c'est-à-dire que il réduit la Shoah à une anecdote historique. Et ça peut aller très loin parce que tu parles de, de Finkielkraut. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien Finkielkraut. C'est vrai qu'il dit, ah ben oui, non, mais il y a des fanatiques là-bas, hein, et il dit, voilà, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des pogroms, de l'apartheid, protégés par l'armée, par des colons fanatiques nazis, je suis désolé, hein, eh bien, ces pogroms sont condamnables, ces pogroms, où ça? En Cisjordanie? Ah non, les pogroms, nous dit Monsieur Finkielkraut, sont en Judée-Samarie. C'est mort. C'est mort, ta position, elle est morte. C'est-à-dire que c'est un territoire qui appartient aux Palestiniens depuis toujours. C'est un territoire qui a été conquis en 1967, où ils font régner la terreur, où il y a de la colonisation, hein, et sous prétexte que c'était le terme qu'il y avait dans la Bible, hein, je Non, ne mais sais ça, pas c'est s'il est pratiquant. Non, mais c'est tu as raison quand on intolérable. a Samarie, c'est tout le problème effectivement de l'appeler cette région du monde Judée-Samarie, c'est la terminologie israélienne, hein. Donc après la Non, guerre. non, 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 c'est la Ah, terminologie. Non, 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 mais justement, voilà, non, mais tu as c'est raison une de reprendre. terminologie profondément raciste, parce Voilà. qu'elle Non, non, dit, voilà, nous avons un livre, nous avons une religion oui, aussi oui, stupide que oui, non, toutes mais je suis les autres, d'accord. hein, et nous allons, et cette religion, nous allons nous imposer parce que nous sommes une race supérieure, Là, parce je que, suis d'accord là-dessus. Bon, tu as ben raison de non, mais reprendre c'est pour ça que c'est très exactement. grave, Il faut ce qui se utiliser les produit. termes, mais je voulais juste faire, voilà, rajouter un petit truc d'un point de vue historique, effectivement. Après la guerre des 6 jours en 67, ils auraient dû rendre après le territoire, hein. Il y a eu des résolutions, etc. Et ils l'ont conquis, ils l'ont grignoté, et aujourd'hui, ils continuent. Et quand tu regardes la carte de la présence palestinienne, elle se réduit comme peau de chagrin, avec l'aide de l'armée, avec l'aide de la police, avec l'encouragement maintenant du gouvernement. Alors, de temps en temps, il y a cette fameuse communauté internationale, j'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire. La communauté internationale condamne. C'est comme les armes chimiques. Ah, il y a des armes chimiques, alors là, on va se dépêcher d'intervenir. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et donc, il y a une espèce de blanc-seing à continuer. Et oui, aujourd'hui, la politique de Netanyahou, elle est raciste, elle est pas seulement raciste, parce que tu peux être, tu l'as très bien dit le terme, tu peux être raciste sans être suprémaciste. C'est-à-dire que quand tu es raciste, tu considères qu'une race, une ethnie, une couleur de peau, une religion est inférieure. Alors, par extension, on pourrait dire je me sens supérieur, mais là, c'est revendiqué, c'est assumé, c'est mis noir sur blanc. Pourquoi? Parce qu'on est supérieur, parce qu'on est nous On le est peuple supérieur en tout, hein. en tout. J'ai vu Il y une a quelque chose vidéo, qui va mais pas.
j'arrive pas à la retrouver, mais je vais la rechercher, d'un journaliste israélien qui s'est déguisé en prêtre. Hein. Il s'est déguisé en prêtre chrétien, catho, et il s'est promené dans les rues à Jérusalem. Il dit, ça n'a pas été long. Dans les 5 premières minutes, on m'a craché au visage 5 fois. C'est-à-dire que les gens qui sont là sont devenus cinglés. Bon, alors, Alors, écoute, justement, pour les mots, toi qui es très attaché aux mots, on va faire une incise qui va durer quelques secondes. Euh, il y a un certain nombre de politiciens français, repris par des journalistes, qui disent, oui, mais attention, ces gens-là font le sale boulot. Tout le monde répondra, le sale boulot. C'est quoi le sale boulot? Ils viennent là se battre pour défendre la civilisation judéo-chrétienne. oui, oui, c'est qui n'existe pas. Bon, N'existe pas. Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, au nom de ça, on détruit des villages chrétiens au Liban. mais évidemment. Et là, ça pose les cathos de plateau, parce qu'il y a les vrais catholiques, les vrais chrétiens, mais les cathos de plateau, comme je les appelle, qu'on met en exergue, qu'on met en avant, qui viennent nous parler de civilisation judéo-chrétienne et qui disent ah, mais oui, qui parlent de sigles, c'est le Hezbollah, c'est le Hamas. Ce sont des salopards, ceux-là, qui justifient l'injustifiable, qui défendent l'indéfendable. Ce sont pires que les marchands du temple. Ce sont les voleurs du temple et les receleurs du temple. Des abrutis, Allez, comme des l'ineffable, salopards. le Brasilac, nouveau collabo, le nouveau Brasilac, François-Xavier Bellamy. Bon, donc, alors, on a dit ce qu'on pensait de la situation, un petit peu de la loi. Maintenant, on va revenir à la loi. Avec mesure, avec Et mesure. donc, cette loi, elle a été présentée comme une proposition de loi par Caroline Yadan, donc députée du Likoud, et elle a été co-signée par toute une série de parlementaires. Alors, je, je, je propose d'en pointer quelques-uns. Il y en a eu 120. Hein. Il y en a eu 120. Alors bon, il y en a plein, je n'ai pas la moindre idée de qui ils sont, mais quelques-uns qui sont intéressants. Nous avons Monsieur François Hollande. Hein, Monsieur François Hollande, qui s'est permis là de critiquer Israël sur le Liban. Mais attends, tu signes une loi pour interdire la critique d'Israël, hein, et pour assimiler le sionisme au l'antisionisme à l'antisémitisme. Je rappelle, hein, qu'il y a un texte qui a été voté, c'est les résolutions de l'Assemblée nationale qui ne servent à rien. Quand Macron avait été en Israël, histoire de se faire bien voir avant, il avait fait voter par l'Assemblée nationale une résolution qui adoptait la définition de l'antisémitisme de l'IRHA. Je ne sais pas ce que ça veut dire que cet acronyme, mais c'est un groupe de pression pro-israélien, hein, qui justement, hein, mais d'ailleurs ça a été relayé chez nous, Michel Onfray dit que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme, etc., etc. Eh bien, notre ami François Hollande l'avait soutenu. Alors, François Hollande, je vais juste lire un petit truc, hein, ce qu'il a dit à propos des enfants de Gaza, hein, des massacres de Gaza. Faut-il un hommage similaire pour les victimes de Gaza, et les enfants en particulier, à celui des victimes du 7 octobre pour les morts de Gaza? Ça ne peut pas être le même hommage, estime François Hollande. Une vie est une vie, et une vie est équivalente à une vie, mais il y a des victimes du terrorisme et des victimes de guerre. Alors, là, il parlait naturellement du 7 octobre. Donc, tous les massacres, ce que tu as dit tout à l'heure concernant les civils, les enfants, les journalistes, les personnels soignants, les médecins, etc., etc., toute la destruction des conditions de vie de ces gens-là, l'organisation de la famine, ça, c'est des dommages de guerre. C'est pas de chance, hein. Ils avaient qu'à pas être là. Non, mais salopard, quoi. C'est tout, la limace. Bon, il y en a d'autres, hein. Non, c'est horrible parce que là, si tu veux, c'est très en vogue, hein, par des éditorialistes même, ça fait quelques mois, depuis le début de la guerre en fait, hein, ces gens nous expliquent que mourir d'un attentat terroriste et mourir alors que tu prends ton petit-déj ou que tu dors parce qu'un immeuble est détruit sous une bombe, on te dit non, mais bon, il y avait sans doute... et maintenant, un terroriste, et ils l'assument. C'est-à-dire qu'ils disent, j'ai entendu
je ne sais plus quel responsable israélien, dire oui, on l'assume. C'est-à-dire, le type lui dit, mais un mort, un terroriste pour 300 victimes innocentes. Il dit oui, c'est le prix de la guerre c'est dur, il faut l'accepter, et on ira jusqu'au bout, parce que c'est fini, Ah ben le ratio combattants civils qui était, je sais plus de combien, la Première Guerre mondiale, il a été, le nombre de morts civiles grâce à l'Allemagne nazie a été très élevé à la deuxième, mais le record du monde, c'est Israël qui l'a, hein, le nombre de combattants tués par rapport au nombre de civils massacrés. Les éradications, les décapitations, pardon, des dirigeants iraniens, ça s'est fait très simplement. Ils avaient, c'est essentiellement les Israéliens d'ailleurs, ils avaient repéré les différents endroits où pouvaient se trouver ces dirigeants, hein, et pour tuer un dirigeant et sa famille au passage, eh bien, on a détruit 5 ou 6 endroits où il aurait pu être. Ce qui fait qu'on a, on a tué 500 à 600 personnes pour tuer Khamenei. Voilà, ça c'est une... Pareil au Liban, hein, pareil au Oui, oui, Liban, oui, mais c'est bien sûr, le jour bien du sûr. 14, je crois que Alors, c'était le 14 avril ou le 8, je ne sais plus, ils ont tué des centaines et des centaines de personnes pour avoir un type. Enfin, je ne sais pas comment on peut défendre ça, hein. Alors, nous avons un autre centriste, un homme merveilleux, Michel Barnier. Ah, Je n'avais pas vu, ça m'avait échappé. Michel Barnier, ancien Premier ministre. Le Premier ministre en exercice est allé s'aplatir devant le CRIF et Michel Barnier lui a signé. Nous avons Aurore Berger, qui est quand même, qui est quand même la quintessence de ce que la Macronie a produit de plus détestable, quoi. Menteuse en plus. elle avait des prédispositions, hein. L'ayant bien Oui. connue, elle venait pleurer tous les jours pour avoir une petite interview à Sud Radio. Donc, là, je ne veux pas parler d'atavisme, mais elle avait quand même des prédispositions à la Macronie, hein, je veux dire. Bon. Alors nous avons ensuite, alors personne, il est ministre hein, en exercice, je ne sais plus très bien de quoi, Monsieur David Amiel. Pourquoi j'en parle? Parce que je l'ai connu, enfin je l'ai connu sur les réseaux, on a échangé. Quand il était socialiste, militant pendant la présidence Hollande, il a ensuite naturellement rallié le macronisme pour des questions de carrière avec son pote Émilien. Il a écrit des livres, etc., etc. Enfin, c'est vraiment la quintessence du macronisme socialiste. Il signe Monsieur Amiel, Gabriel Attal. Gabriel Attal, naturellement, a signé. Celui qui sort un bouquin ou non, il fait une interview en disant je sais comment Pour présider la France. comment on peut présider la France. Non mais calamité. Chaque fois qu'on entend qu'il ouvre la bouche, on se dit mais on en est là quoi. Et enfin, puis je vais m'arrêter là, Jérôme Gage, lui, Jérôme Gage qui a été réélu, il avait été battu euh, aux élections législatives de 2022, il a été élu en 2024, merci euh, le nouveau Front Populaire, merci notre ami Mélenchon, hein, grâce à ça, moi ce type me débecte depuis longtemps, pour une raison, pas pour ses prises de position israéliennes, maintenant pro-israéliennes, mais je rappelle que quand le boxeur d'Étinger avait boxé avec, pendant les Gilets jaunes avec les flics, sur la passerelle qui s'appelle je sais plus comment là, qui donne sur la bibliothèque François Mitterrand. Il était président du Conseil général avant. C'était un des champions de l'Essonne, d'Étinger. Il lui a tiré dans le dos de façon dégueulasse. Il a participé au lynchage de ce malheureux d'Étinger qu'il a payé cher, hein. Son acte. Je le connais bien, Christophe, hein, j'avais été le voir à l'époque avec Antoine Payan, etc. Et on a sympathisé, bon, fait des trucs ensemble et tout. Ils lui ont détruit sa vie, hein. Ah oui, oui, oui. Ils ont détruit Et, sa vie familiale, ils ont détruit sa vie professionnelle, ils l'ont empêché de bosser. C'est une horreur, sa pauvre et vie. il a bien participé, ce Jérôme Gage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? À propos de cette loi. Je ne veux pas que le mot sioniste devienne un gros mot. Je suis un sioniste pro-palestinien. Non, c'est pas possible ça. Hein, Non, c'est un oxymore, mon gars. Hein, j'ai vu ça. t'es tellement pro-palestinien que tu veux pas qu'on en parle. Tu veux pas
que l'on puisse critiquer la façon dont ils sont massacrés. Non, 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 parce que ça, c'est pas possible. Alors, donc, ça, c'est pour les gens qui l'ont signé. Et puis, il y a ceux qui l'ont soutenu par la suite. Alors, j'ai une pétition, parce qu'il y a une pétition qui a été publiée par Le Point. Le Point qui a de gros problèmes de diffusion, s'il pouvait, bah, il sera naturellement perfusé. Je ne sais pas qui est propriétaire, mais plus personne ne le lit, donc on va lui donner des subventions, hein, ce sera bien. Alors, qu'est-ce que... Attends, je crois qu'il perd de 13 millions d'euros. Bon, tant mieux si plus Et personne... c'est le journal qui a le plus de pubs. Je ne sais pas comment il se débrouille. Alors, qui a soutenu ce texte? Alors, la pétition, bon, à l'Assemblée nationale, Caroline Yadan va voir les uns, les autres, ses assistants parlementaires font un truc, et puis il y en a qui le signent. Bon, j'ai vu un certain nombre de gens que je connaissais, mais que personne ne connaît. Euh, Ça m'a pas véritablement surpris concernant leur absence de caractère. Mais là, c'est autre chose. C'est un acte militant, donc on vient dire oui, oui, il faut absolument le faire. Alors, je vais pas tous les citer, mais on a Jean-Michel Blanquer. Ah, tiens. Ouais, Jean-Michel Blanquer, oui, oui, qui ça, petit signal, histoire de. Et alors, sur Jean-Michel Blanquer, puis quelques autres aussi, je m'interroge toujours sur la conviction, sur le fait, sur la soumission et sur la lâcheté pure. Parce que, oui, par exemple, BHL est très, comment dire, militant, très actif. Hein. Je sais qu'il a convoqué certains jeunes journalistes en leur disant, dites donc, soyez prudents, vous savez, on peut, etc. Parce que la mort sociale est vite arrivée. La mort sociale et professionnelle est vite arrivée. Je sais, je ne vais pas donner de nom ici, mais je sais, par exemple, auprès de qui il a fait. Et je sais pourquoi certains de cette petite bande sont parfaitement alignés sur Netanyahou. Parce Et tu sais que quoi? Et moi aussi, je sais. bon, donc, alors sur Blanquer, je ne sais pas. Hein, je pense que c'est de la lâcheté. Quand je parle de lâcheté, c'est-à-dire que le fait de refuser, même si ça va pas prendre un caractère public, ce refus, ça peut coûter Pendant les cher. conséquences. Ben oui. Ah oui, eh oui, eh oui. Alors on a Elisabeth Badinter. Bon, Elisabeth Badinter, la philosophe, hein, philosophe et écrivaine. Hein, on en a un autre d'écrivain. Boualem Sansal, Alors lui, c'est magnifique. Il est à qui la vient littérature, de... ce que Chagoumi est à l'islam. Alors, tu sais, tiens, c'est marrant, je vais ouvrir une parenthèse, parce que moi, je n'avais jamais, je connaissais même pas son existence, Moalem Sansal. J'ai commencé à en entendre Moi parler. aussi. Voilà, bon. Et donc là, récemment, parce que j'avais jamais rien lu, j'ai eu dans les mains un ouvrage 2084. Donc il a mis ses pas dans ceux du grand Orwell pour reprendre un peu l'idée de 1984, ce qu'on retrouve dans le titre, hein, toute honte bue, et il remplace en fait voilà, Big Brother par les islamistes. Enfin, j'ai vu, mais c'est grotesque, c'est grotesque. En fait, les- et ça, c'est significatif de la déchéance de notre société. Si tu veux, quand tu es, et c'est pour ça que ça devient les stars d'une certaine droite et des plateaux télé, quand ils arrivent à choper un arabe ou un musulman qui dit du mal de l'islam, quand ils arrivent à choper une Rosine Bachelot qui dit du mal de la droite, en plein Pax, qui dit vive les homos, etc., en fait, ils viennent récompenser finalement le côté Judas, tu vois. Chagoumi, non mais Chagoumi, moi il me fait rire en même temps, tellement c'est une caricature. Mais Et ils là, ont même pas honte, hein. Ils ont même pas honte. les mecs t'es mort, t'as l'impression d'une caricature, t'es mort de rire, sauf qu'à la fin, ça a des conséquences dramatiques. Il faut pas les exagérer, hein, parce que les gens sont pas dupes, ils prennent ces gens-là pour qui ils sont. Hein. Quand tu vois aujourd'hui quand même que Moalem Sansal, il dit, je l'ai vu interviewé par le fils Sarko. Oui, mais par celui qui dit il faut tous les tuer. Voilà. C'est-à-dire qu'il aurait dû être poursuivi pour apologie du Et génocide. tu vois, Moalem Sansal, il dit non. Il dit, moi, LFI, c'est plus dangereux que les islamistes. Il dit ça. Et donc là, après, il faut contre-champ.
Et tu as le fils Sarko qui dit, ah bon, ils sont plus dangereux. Ah oui, oui, LFI, ils sont plus dangereux que les islamistes. Non mais à un moment, on peut haïr LFI, on peut détester LFI, tout ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas à ce niveau de débat, toi non plus. Je dis, à un Non. moment, mais dire ça, et c'est pour ça qu'il fait des télés, etc. Il change d'éditeur et il dit, Bon. ah ben oui, le fait de changer, on a surinterprété parce que je suis tellement supérieur, je suis tellement grand, c'était un non-événement pour moi. Mais non, c'est pas un non-événement. Et évidemment que c'est un renvoi d'ascenseur et que c'est devenu un produit qu'on a. Comment on peut être écrivain et être comme ça, poussé comme les fantômes du Chapelier, tu sais? Hop, allez, on va vous montrer l'arabe Mais entière. attends, tu dis une Comme chose très juste, c'est que c'est le moyen d'exister. C'est-à-dire que c'est la trahison, c'est l'oncle Tom. C'est une forme de trahison, mais bon, après leur rapport à l'islam, c'est leur affaire. Moi, euh, je suis très méfiant pour toutes les religions, islam comme les autres, mais c'est le moyen et on en a un très bon exemple, finalement, d'avoir quand même une existence sociale. Regardons Sophia Aram. Non, Elle mais c'est est ça. Non, mais après, totalement si tu veux, moi, nulle. je suis comme Elle est toi. totalement nulle. Tout ce qu'elle avait commencé, c'est casser la figure, jusqu'au jour où elle a viré, Ah, elle s'est mise au service comme ça, et elle a été portée au pinacle. Et il y en a une qui a payé pour voir, c'est comment est-ce que tu l'appelais celle de Charlie Blanche Hebdo? Gardin. Comment? Non, Blanche Gardin. Blanche Gardin, ils l'ont tuée, mort sociale. Mais celle de Charlie Hebdo, euh, qui était d'origine maghrébine, je crois que d'origine marocaine, Ah oui, comment? oui, 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 oui. Ah, oui, ça va me revenir. OK. Et donc, après le début du massacre de Gaza, elle est intervenue, elle a disparu. Et Madame Disparu. Pécresse lui avait remis un prix et elle lui a retiré. Hein. De la même façon que si Sophia Aram était touchée par la grâce, elle se mettait tout d'un coup à dire que ce que fait Netanyahou, c'est inadmissible, on lui retirait sa Légion d'honneur parce qu'on lui a donné la Légion d'honneur pour Ouais, ça. c'est là aussi où ça va pas. Parce que moi, qu'on fasse l'exégèse des religions et la critique des religions dans l'espace public laïque en expliquant pourquoi tel, je sais pas moi, verset, précepte, recommandation dans la vie civile, politique, de la cité ici et maintenant est dangereuse. Je peux l'entendre. Qu'on m'explique d'un point de vue alors de l'histoire des religions, de l'histoire des idées, voilà, qu'on fasse une exégèse brillante de tel point de l'islam, de tel point du judaïsme, de tel point du christianisme. Mais là, comme tu le dis, Sophia Aram, qui est à la géopolitique, ce que Rika Zaraï était à la médecine, qui vient de te donner des leçons de géopolitique, enfin, mais c'est juste, qui n'est pas drôle, qui n'est pas cultivée, euh, qui n'est pas intelligente et qui joue mal. Et je comprends pourquoi le point a des problèmes, en fait. Parce que moi, j'ai toujours retrouvé ça lunaire que le point la mette comme ça en exergue. Le point, alors voilà, une ligne éditoriale. J'ai compris à un moment, ils étaient très anti-islam, ils ont fait beaucoup de une là-dessus. Mais aujourd'hui, la ligne éditoriale du point, pour moi, c'est mystère et boule de gomme. J'entends le type, là, Gernel s'appelle, je crois. Et je le vois un peu dans les télés, mais le type, c'est un robinet d'eau tiède. Hein. Il est toujours d'accord avec le gouvernement, il est le redresseur de tort, quoi. Et puis, les gens qui mettent en exergue, aussi bien les éditorialistes que les pseudo-humoristes et tout, mais qui peut faire l'acte d'acheter le point ou d'aller sur le site internet, voir leur séquence, Tout à fait. ou d'écouter le type avec un peu d'intérêt, Jarnel? Ça n'a aucun intérêt, en fait. Que tu sois de droite, de gauche, du centre, de nulle part, c'est un, c'est le rien, quoi. C'est le vide absolu. Moi, c'était un grand journal, Le Point. Hein. On pouvait ne pas être d'accord, mais du temps d'Imbert, etc. Il y avait des prises de position sociétales, fortes. Bon, on était pour, on était contre, mais il y avait de la tenue. Comme l'Express, à une époque, il y avait de la tenue. C'est devenu des torchons, en fait. Alors, je reviens quelques secondes sur Boilem sans salle. Moi non plus, hein, je n'avais jamais lu, puis je n'ai pas lu depuis. Je trouvais que le guet-apens dans lequel il était tombé en Algérie, c'était nul. Il est âgé, il est malade, ils l'ont Je foutu trouve en qu'il va beaucoup tôle. mieux. Bon, Malade, je demande à voir, hein, quand même. Hein. Malade, je demande à voir. Hein. bon.
voilà, moi, Nous n'osons pas aller. j'estimais qu'il avait Non, mais euh, il était mourant. rien à Il était foutre en tôle. mourant. Mais quand je vois les positions qu'il prend, puis il continue à mettre de, de l'huile sur le feu dans les rapports entre l'Algérie et la France, ce qui n'est pas très malin. Mais j'ai entendu une expression le concernant à propos, et ça renvoie à Chalgoumi, c'est Boalem, c'est un chalgoumi avec un bécherel. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que C'est ça. c'est ça, c'est ça. Bon, alors, il y en a d'autres, des comme ça. Sur cette liste, il y a beaucoup de juifs. Et ça, je veux dire que j'ai quand même de l'indulgence parce que il y a, je veux dire, voilà, hein, il y a un rapport très affectif, tout ça est très passionnel et tout. J'aurais tendance à, il y a des militants détestables, hein, bon, un type comme Arthur est absolument pas respectable, mais je pourrais avoir de l'indulgence. J'en ai beaucoup moins pour ceux. Alors, je pense naturellement, ben, il y a Sifawi aussi dans le même genre, hein, que ceux qu'on vient de citer, qui donnent des comptes et qui s'assurent comme ça des revenus. Sifawi, il est dans l'affaire du fonds Marianne. Hein. Il y a eu des détournements de fonds publics et il en a été bénéficiaire, qu'on le veuille ou non. Et naturellement, le parquet ne bougera pas. Qu'est-ce que j'ai encore vu que j'avais noté? Stéphane Rosès, ah, oui, là, il essaye d'exister, le pauvre Rosès. C'est curieux. C'est des gens qui sont un peu clochardisés au plan professionnel aussi, qui s'insinuent là, hein, et qui espèrent avoir des retombées et puis, naturellement, les artistes. Alors, on a Boujna, je l'ai dit, on a Arthur, euh, on a Darmon. Barbara Butch. Barbara Butch. Ah oui, on a Barbara Butch, oui, oui. Pour moi, si tu veux, empiriquement, quand j'ai vu cette dame, d'abord, la cérémonie des JO, je trouvais ça merdique, hein, parce que j'ai trouvé que le projet qu'on vendait, je ne suis pas du tout, comme tu sais, ni un moraliste, ni un cucousu, ni quoi que ce soit. Je veux dire, bon, vendre des plans à trois, du cul, du cul, du cul, et dire, on pète dans la scène, et regardez Catherine, que j'apprécie par ailleurs pour sa musique. Oh, le Schtroumpfleu qui sort. Bon, ok. Et puis, il y avait cette nana, là, dont on ne peut pas dire qu'elle respire, qu'elle sointe l'élégance. Hein. Puis après, j'ai vu elle était à moitié à poil, là. Je suis une grosse chienne, elle s'est tatouée des trucs et tout. Bon, disons, je disais, elle est géniale, etc. Elle va soutenir cette loi infâme. Eh bien, de façon empirique, la première idée, le premier ressentiment, le premier ressenti, toujours le bon, j'ai pas été surpris, outre mesure. Parce que si tu veux, quelque part, ce qui me choque, et je ne me place pas du point de vue religieux, ni du point de vue de la foi, bien sûr, on a le droit de dire du mal des Arabes en France, on a le droit de dire du mal des Noirs, on l'a vu avec Bali Bagayoko, on a le droit de dire du mal de l'islam, on a le droit de dire du mal des chrétiens et des catholiques, et ça s'arrête là. Imagine, imagine le tollé si on avait fait une cérémonie comme ça, mettant en dérision, tournant en dérision, tous les symboles, parce que les symboles c'est fort, hein, euh, les totems, dirait Freud, les symboles, les totems, tout ce qui est constitutif d'un pays, d'une idée, d'une nation, on aurait fait ça pour Israël. Et ça aurait été un tollé mondial. On était tous en prison pour des siècles et des siècles. Donc, je veux dire, voilà, j'espère que les gens, je crois qu'il y a une prise de conscience, tu l'as dit tout à l'heure, qui est en train de se manifester avec le fait de raser les villages au Liban. Liban, c'est des villages chrétiens. Il y a une communauté chrétienne très forte. C'est nos cousins, les Libanais. Alors là, peut-être que les catholiques de plateau, c'est pas sûr, hein, parce que Bougeons pas. Ils sont j'ai vu sur la fin. Bellamy, là, on ne sait pas trop s'il est journaliste ou eurodéputé, ou on ne sait pas Il trop est ce qu'il est. philosophe, il est Il est philosophe. philosophe, c'est la poule qui fait Ah, les œufs. c'est un philosophe Ah qui... bon. Il n'a Euh, jamais un mot sur l'intérêt national. moi, j'avais discuté avec lui, j'avais échangé sur la GPA. Je trouve qu'il avait pris des positions courageuses. Je l'avais félicité. J'ai dit, tiens, c'est bien de prendre. Il avait été efficace au point de vue européen, etc. Bon. Des Brahms, je ne connaissais pas plus que ça. De le voir là, dans tous ces trucs, et je l'ai entendu au grand jury RTL, là, mais, 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 mais je me dis, mais c'est pas possible que ce type-là.
On voit qu'il raisonne, on voit qu'il n'est pas idiot, hein, attention, hein. Et on voit qu'il est parfaitement infâme, en fait. Mais c'est un soumis, c'est un agent, c'est un gestapiste d'une certaine façon. Euh, quand je le traite de Brasilac, c'est que à la place où il est, par exemple, quand on lui parle de la guerre en Iran, il dit mais oui, mais vous vous rendez compte s'ils avaient l'arme nucléaire. D'abord, c'est pas le problème. Cette guerre n'a pas été déclenchée, c'est un mensonge. Ça fait 25 ou 30 ans que Netanyahou nous dit, Comme je disais, ça fait 47 ans qu'ils sont à 3 semaines de la bombe nucléaire. De la voilà, bombe c'est ça. Hein. Et plastique. puis, donc, le gars, il reprend l'argument immédiatement. L'argument, le pire argument de Netanyahou, le pire. Hein. Et de Trump, d'ailleurs, qui dit, le pape critique cette guerre. Ah oui, il est pour l'arme nucléaire à l'Iran. En oubliant, bien sûr, hein, là je parle de Bellamy, que s'il y a, dans ce coin-là, il y a un pays qui en a 300. Hein, Mélanie, qui est au-dessus de la moyenne, hein, cette femme, parce qu'on l'a critiquée, c'est une fasciste, c'est une nazie, etc. Elle a dit, on a été interviewée hier, hein, à la télé italienne, je l'ai entendu en italien, et elle dit, attendez, excusez-moi, je suis pas d'accord, non, moi je soutiens le pape Léon, etc. Et elle dit, non, mais vous êtes quand même toujours très pro-Trump. Elle dit, non, mais là je suis pas d'accord. Il dit, il y a 9 pays qui ont la bombe atomique, il y en a qu'un qui l'a utilisée. Hein. Cherchez lequel, elle dit. C'est quand même, il faut quand même le savoir, ça. L'AIE1, qu'on ne peut pas suspecter, bon voilà, l'AIE1, y compris l'administration Trump, y compris les militaires, on dit, mais non, il n'y avait pas de risque imminent. Et l'ayatollah Khamenei lui-même était contre l'arme nucléaire. Et bon, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire en confondant alors qu'ils avaient été aussi avertis, les Américains, le temporel et le spirituel. Ils ont coupé des têtes, mais ils ont coupé des têtes spirituelles, même si c'est un peu, si les guides de la Révolution, les gardiens de la Révolution sont aussi évidemment des hommes politiques qui tiennent d'une main de fer le pays. Je ne veux pas défendre le régime des ayatollahs, le régime des mollahs, comme on dit. Bon, ok, c'est pas, on est tous les deux des libéraux, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas? Pourquoi on est allé abattre ces hommes-là alors qu'il n'y avait pas du tout, bien sûr on le sait pourquoi, le pétrole, etc., l'argent, la domination des États-Unis dans le monde, etc. Bon, ok, mais on a surtout, quand je dis on, c'est les États-Unis et Israël, resserré d'une manière incroyable le sentiment d'appartenance nationale autour des leaders, des mollahs, etc., en Iran, et on a rendu l'Iran éminemment sympathique et résiliente dans le monde entier. ben, c'est clair, c'est clair. Le pays était au banc des nations avant la guerre. Ben là, tout le monde dit, bah, Oui, enfin ça se discute aussi parce que si non, tu mais veux, dans la Vox Populi, en disant, ouais, l'Iran, bon, les non, gens non, sont non, mais ça en Occident, faut faire attention parce que oui, je suis d'accord. c'est Aussi, moi, je te fais un petit tour en Asie, puis j'essaye de rester à l'écoute. Euh, dès que tu vas en Asie, c'est la rue chinoise, elle est excédée. Hein. Donc, alors bon, les dirigeants sont très très prudents. Bon, dis-moi, alors, le contenu de la loi. Et on va terminer par ça parce que faut pas se tromper. On entend beaucoup, ce sera l'interdiction de critiquer Israël. C'est vrai, ce sera une des conséquences de cette loi, mais il y a deux éléments qui me semblent devoir être mis en exergue. Premièrement, avec cette argumentation, ah oui, mais non, c'est pas une loi spécifique, particulariste, parce que ça, c'est la loi, elle doit toujours avoir une portée générale. Ah oui, non, mais c'est universel. On ne doit pas pouvoir alors, c'est quoi? C'est ça réprimerait la négation d'un État parce que qui dit négation d'un État, reconnu par la France, etc., qui dit négation d'un État, dit négation de son peuple, destruction de l'État et destruction de son peuple. Donc, tout ce qui consiste
effectivement à critiquer de façon virulente et d'après ce texte est considéré comme inadmissible, c'est de la négation d'un État et par conséquent la volonté de détruire son peuple. Ce qui est sidérant de formulation, d'abord parce que ça relève de la liberté La d'expression, folie. bien sûr, mais surtout que, je veux dire, non mais dans ce cas-là, hein, un président des États-Unis qui dit ce soir on va détruire une civilisation et les renvoyer à l'âge de pierre, c'est pas la négation d'un État ou des choses comme ça, hein. Enfin, et la Yougoslavie et actuellement tous ceux qui se battent pour faire éclater la Russie, puisqu'il y a tout un mouvement financé par Soros hein, qui se réunit Tu régulièrement. vois ce que tu dis là, et j'ai rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure, ça me paraît de façon lumineuse là. Tu dis la Shoah, c'est une question européenne. Mais effectivement, et ce qui se joue là, c'est aussi une question qui est européenne et occidentale en fait, hein. C'est un prisme et un tropisme occidental que de considérer les choses sous cet angle-là, quoi. Ça veut dire que finalement, quand on interdirait ça, c'est vu sous l'angle occidental, pas du tout du point de vue du reste de la planète. C'est quoi notre mission civilisatrice au nom de quoi on vient faire ça? Ça pose aussi la question d'ailleurs des sémites, hein, de ce qu'est le sémitisme, de ce qu'on. Les gens ne connaissent rien là-dessus quand je les entends à la télé, ils disent c'est antisémite, etc. Mais excuse-moi, les suprémacistes israéliens aujourd'hui, quelle est leur ethnie d'origine? Ils sont tous ceux Ah, d'Europe mais est-ce qu'ils sont centrale. sémites? Est-ce qu'ils sont sémites? Non, mais on peut pousser très loin le raisonnement historiographique, si j'ose dire, quoi, hein. Donc voilà, donc tout ça, c'est l'instrument de domination d'un Occident qui est en fait en fin de vie, hein, qui est en décadence totale, qui veut maintenant la dernière chose à contrôler, c'est les peuples et ceux qui pensent. D'où l'histoire des passes, d'où l'histoire. On interdit les choses. On interdit les médias. On interdit de parler. On interdit aux mineurs. On interdit aux majeurs. Tu vas pisser, il faut un pass. Tu veux aller chez le médecin, les médecins ne doivent plus prescrire, il faut, etc. Un pass, un pass, un pass. On en est là. Et donc, Mais d'interdire la parole, c'est non, pas le non, mais signe. attends, là, sur le fond, euh, l'histoire, la mécanique intellectuelle, elle est celle-là. Elle est, si vous critiquez Israël, vous critiquez le sionisme, hein, et donc vous remettez en cause un État, parce que c'est le sionisme en action, et par conséquent, vous voulez l'extermination de ce peuple. C'est ça la mécanique. C'est-à-dire que ça criminalise la critique, c'est l'interdiction, mais ça criminalise la critique de l'État d'Israël. Mais non, on n'a jamais. Si, c'est très exactement ça. Et effectivement, il y a plein de gens qui disent, à commencer par tout un tas de juifs qui disent qu'ils sont antisionistes, en disant non. Moi, je le suis devenu parce que j'ai vu en pensant un temps que ça pouvait peut-être marcher, deux États, etc., hein, en voyant ce que aujourd'hui Israël est devenu, ce qu'il est, et je me pose la question, pouvait-il être autre chose et je réponds non. Donc aujourd'hui, euh, euh, la question de la pérennité d'Israël sous cette forme, elle est évidemment posée, État binational, fédéral, etc. Il n'y aura pas de solution à deux États, mais dire ça, ça va être interdit si ce texte est voté, ça va être strictement prohibé. Donc, et surtout qu'on oublie, alors ce que disait De Gaulle, on oublie ce qu'on a fait au Kosovo, ce qu'on a fait en Yougoslavie, l'Allemagne qui reconnaît la Slovénie brutalement comme ça, hein, ce qui a emmené à la guerre civile et à la désintégration, l'Union soviétique. Bon, donc cette histoire de négation d'un État est absolument absurde, et on voit bien que l'objectif, c'est exactement ce que tu dis, c'est de réduire au silence, là, en l'occurrence, de réduire au silence.
Alors, il y a un autre volet dont on ne parle pas, qui est celui de l'apologie du terrorisme. C'est-à-dire, alors il y a d'autres choses encore, hein, mais il y a de l'apologie du terrorisme. Hein, au passage, on va continuer. Alors, j'ai dit ce que je pensais de la jurisprudence de la Cour de cassation, du fait que les magistrats ont massivement réprimé de façon très souvent arbitraire une soi-disant apologie du terrorisme dès lors que on reconnaissait aux Palestiniens le droit de mener une résistance. Mais là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que ça va déboucher, ça, c'est le juriste qui s'exprime, ça va déboucher sur les mots interdits. Hein. Donc, il faut, le négationnisme, dont j'ai parlé tout à l'heure, la loi Guesso, qui interdit l'expression de la contestation de la Shoah, euh, là, elle est très nettement aggravée, c'est-à-dire que il faut que, comment dire, la défense du dogme sur la Shoah soit renforcée. Et donc, la contestation, alors je vais lire l'article, la contestation mentionnée au premier alinéa peut consister en une négation, négationnisme, minoration. Ah ouais, non, c'est pas 6 millions, c'est 5 500 000. Ah, tu minores, puni. Et relativisation. Bon, bah écoutez, il y en a eu d'autres, hein, il y a eu le Rwanda, et puis les États-Unis, dites donc, hein, ils ont quand même génocidé tous les premiers habitants du Nouveau Monde, et ainsi de suite. Ah non, vous minorez l'acte unique, c'est ta thèse, c'est la mienne aussi, hein. Donc, banalisation outrancière pour ce que ça veut dire. Si on banalise la Shoah, c'est outrancier. Et elle est punissable même si elle est présentée, donc cette minoration, cette négation, sous forme déguisée dubitative. Ouais, la Shoah, est-ce que c'est si important que ça? Poum! En prison, par voie d'insinuation ou de comparaison, d'analogie ou de rapprochement, eh bien, nous y sommes. C'est-à-dire que si vous venez dire qu'il y a un génocide à Gaza, eh bien, vous êtes un négationniste du vrai génocide. C'est textuellement l'interprétation, la seule interprétation qui est possible. Mais c'est une monstruosité pure et simple, quoi. C'est-à-dire que c'est le mot interdit. Moi, j'ai un souvenir, tu sais, euh, d'Elisabeth Lévy. À l'époque, elle était plus raisonnable que maintenant. Et puis, je l'ai au téléphone et je lui parle de, d'une descente de police chez des syndicalistes en grand équipage et ils avaient arrêté plusieurs syndicalistes, mais un paquet, hein, une quinzaine comme ça. C'était après l'incident des chemises arrachées à Air France. Et j'ai dit, bah, tu penses, ils ont fait une rafle. T'es prié de ne pas utiliser ce mot, m'avait-elle dit. J'ai dit, pardon? Non, c'est réservé. Réservé à la rafle du. Elle m'avait pas cité la rafle du Veldiv, c'est-à-dire que le réflexe était nous sommes propriétaires des mots. Hein. Donc le terme de génocide, et je l'ai bien vu dans toute la polémique qu'il y a eu autour de la qualification de génocide, y compris par des historiens Alors, israéliens, mais hein, voilà. Non, mais eh là, tu viens bien, de mettre là aussi le doigt. interdit de l'utiliser. Bon, c'était très important. Ça veut dire que jusqu'à présent, Israël était bien sûr un État religieux, mais aussi un État du point de vue du droit international. Et que il y avait c'est une démocratie, des débats très vifs à la Knesset, dans la rue, quand Netanyahou a voulu soumettre la justice à sa propre volonté dans les affaires de corruption, il y en a au moins trois très importantes, hein, eh bien, les gens sont par milliers, par centaines de milliers, régulièrement allés manifester un peu partout et surtout à Tel Aviv. Un pays normal, un pays à la fois religieux, mais laïque, avec
une classe politique, médiatique, Haaretz, etc., des intellectuels qui étaient passionnistes ou qui étaient simplement, il y a une gauche israélienne, il y a des intellectuels, etc. Bon, ok, qui font la part des choses. Arrive Netanyahou, c'est pas vu, c'est pas, il vient pas d'arriver, hein, c'est un vieux politique qui est parti, qui est revenu, etc. Mais pour se maintenir, il a fait une alliance, des alliances avec l'extrême droite suprémaciste. On dit ça extrême droite, etc., pour dire quelque chose. Hein, par analogie, on dit ça en fait. Mais en vérité, on devrait dire des religieux totalitaires, fous, des équivalents des islamistes. Ce sont des suprémacistes juifs. OK. Et donc, on a fait basculer la réflexion, le juridique, le droit international, du côté laïque vers le côté religieux. Et si je finis ma réflexion, ça veut dire, nous sommes le peuple élu, is the new orange black, tu vois ce que je veux dire? Nous sommes le peuple élu est devenu le principe premier fondateur de tout, générateur de tout, de la politique, du vocabulaire, des guerres, des exterminations, du champ lexical, du champ sémantique, des alliances, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis. C'est un code religieux, un code comportemental, un code militaire. Elle est où la différence avec l'islamisme? Je vais loin dans ce que je dis, mais elle est où la différence avec le Non, je ne vois terrorisme? plus. Non, mais est-ce que c'est pas un Non, mais terrorisme? quand on entend Exet, quelle est la différence avec les islamistes? Exet, l'espèce de fanatique chrétien qui cite comment dire, des extraits de la Bible inventés par. T'es au courant de ça? Oui, c'est Pulp Fiction. Oui, oui, oui. Bon, donc non, mais attends, je dirais que le problème. C'est que ce que je me disais, moi personnellement, ce qui est aujourd'hui ma position, je peux en changer, en échanger, c'est de dire que Israël ne pouvait pas être autre chose compte tenu de l'évolution que tu décris. C'est vrai, c'est une démocratie, les gens votent, etc. Tout comme l'Afrique du Sud des Blancs était une démocratie. Hein. Les Blancs, ils votaient, hein, il n'y a pas de problème. Non, mais la Et, démocratie, c'est pas un blanc. D'abord, ça te prémunit. et puis attends, T'es non, prévenu mais de rien. C'est pas un blanc-seing pour faire il n'importe y quoi. avait un modèle occidental avec effectivement des intellectuels et tout. Moi, il y a quelque chose qui m'amène à cette conclusion-là. C'est une histoire extraordinaire. C'est que d'abord, faut pas se tromper. Les survivants de la Shoah n'ont pas été bien reçus en Israël. Il y a un livre de Tom Segev qui s'appelle Le Septième Million. C'est passionnant, c'est extraordinaire. Et ça a été considéré, c'est-à-dire que le rapport du courant qui est actuellement au pouvoir, le rapport à la Shoah, est quelque chose de totalement faussé. C'est uniquement utilitariste. Hein. Et quelque part, c'est une punition. Y compris une punition divine, vous aviez qu'à être plus religieux, plus respectueux, etc. de la loi. Bon, enfin, le problème, c'est que quand Eichmann a été enlevé, ensuite jugé par un procès majeur, et moi, je trouve que symboliquement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. D'abord, ils ont été l'enlever en Argentine, hein, et ensuite ils en ont fait quelque chose de symbolique, c'est-à-dire que c'était pas l'expiation, mais c'était l'acte par lequel, effectivement, on traitait le problème de la relation d'Israël avec la Shoah. Et il a été condamné à être pendu. Et à ce moment-là, il y a eu un mouvement chez des intellectuels, universitaires, académiciens, etc., hein, qui ont lancé une pétition et ont lancé un mouvement pour que la sentence de mort ne soit pas exécutée. Il n'y avait pas la peine de mort hein, en Israël à ce moment-là, et que cette sentence spécifique au procès Eichmann ne soit pas exécutée. Bien. Je trouve ça extraordinaire. Et c'était des survivants dont la famille avait été exterminée, des gens qui y avaient échappé, qui avaient réussi à venir en Israël. Il y avait un documentaire que j'avais vu à l'époque, je ne sais pas sur quelle chaîne, peu importe. Et donc, et je me dis, il y avait,
une grandeur à cet acte. Il a été pendu, et donc la sentence a été exécutée. Et qu'est-ce qui vient de se passer là, maintenant, sur ce qu'est devenu Israël? La Knesset, et tu parles de démocratie, c'est-à-dire qu'elle reflète la société israélienne, la Knesset vient d'adopter une loi qui condamne à la pendaison expéditive des Palestiniens, après des jugements d'exception par une juridiction militaire, et lorsque cette loi raciste, absolument ignoble, a été votée, explosion de joie à l'Assemblée nationale, la présidente de la Knesset, ou vice-présidente, je crois, hein, pleurait de joie quand elle a donné le résultat du vote, hein, et tout le monde avait son petit pins avec une corde, hein, destinée à pendre les Palestiniens. Donc, au début des années 60, pétition des survivants pour dire ne le pendons pas, on doit être au-dessus de ça. Et aujourd'hui, on a ces ordures, hein, qui plastronnent et qui sablent le champagne parce qu'ils vont pouvoir tuer les Palestiniens les uns après les autres. Ben Gvir, c'est Israël. C'est Israël. La vérité d'Israël, c'est Ben Gvir, c'est Smotrich, c'est Netanyahou. Qu'on ne vienne pas me raconter d'histoire. Quand Herzog, le président de la République, hein, au rôle peut-être honorifique, vient signer des obus qui vont tomber sur les enfants palestiniens, je suis désolé, c'est la vérité d'Israël. Voilà, bon, moi c'était ce que je tenais à, à ajouter. Bon, on a beaucoup parlé de, de, effectivement, de cette appréciation qu'on a de la situation au travers de cette loi, de cette proposition de loi, de ce qui va devenir, hélas, un projet de loi, parce qu'on a un gouvernement soumis. Euh, je vais, pour ce qui me concerne, terminer, mais je te passerai la parole en dernier. Je vais rappeler que la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée par la Déclaration des droits de l'homme, la française, celle de 1789, est battue en brèche tous les jours. Et on voit bien comment, de plus en plus, en produisant des textes d'interprétation qui donnent aux juges beaucoup trop de pouvoir, on est en train de la faire monter, et c'est ce qu'a dit Trévidic, que tu as cité en début de notre vidéo. C'est ce que vient de dire enfin le syndicat de la magistrature. On est en train de ramener euh, l'expression vers l'opinion. La liberté d'opinion est absolue. On a le droit d'être nazi dans sa tête, bon sang de bonsoir, hein, du moment qu'on ne l'exprime pas. On a le droit d'être antisémite dans sa tête du moment qu'on ne l'exprime pas. Eh bien, c'est pour ça que quand on vient dire ah oui, le racisme est un délit. Non, 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 on peut être raciste. C'est la liberté de conscience et d'opinion. Hein. C'est pas pour ça que si je connais quelqu'un qui dans sa tête a une opinion raciste, ça va être mon ami. Ça risque pas. Hein. En revanche, c'est l'expression qui peut être restreinte et contrainte, elle est absolue, sauf si un intérêt général justifie qu'on la limite. Et bien là, on est en train de faire progresser les limitations de la liberté d'expression vers les limitations de la liberté d'opinion. Et ça, c'est une épouvante. Biden, qui était déjà sénile, avait dit après le 7 octobre, j'espère qu'ils auront la sagesse de ne pas faire ce qu'on a fait après le 11 septembre et de sombrer dans la vengeance. Et effectivement, et c'est toute la question finalement des écrits sur la peine de mort de Victor Hugo, c'est très facile quand on n'est pas touché. Moi, je ne sais pas ce que je ferais si on touche à mes enfants. Je pense que je suis capable de tuer comme n'importe quel homme, et je pense que je tuerais parce que j'aurais une soif de vengeance euh, que rien ne pourra jamais apaiser. Mais dès lors que tu as parlé de cet exemple magnifique des 7 millions là, et des gens qui ont dit non, on le pend pas, je sais pas, les compagnies. La force d'un État, et je parle sous le contrôle d'un juriste, c'est la loi. La force d'un État, c'est justement de ne pas être dans la vengeance, dans l'arbitraire, mais de faire des lois suffisamment sophistiquées, suffisamment élaborées pour faire la part des choses entre
la lumière qui doit éclairer chaque peuple, l'humanisme, la sanction, la prison, et on dit ben, le caractère sacré de la vie ne doit pas être remis en cause. Ce qui a quand même troublé Julien Drey et BHL hein, sur ce point précis, quand même, c'est pour la première fois que je les vois dire non, là on est peut-être allé un peu loin de vouloir donner la mort à des Palestiniens et uniquement à des Palestiniens. Et donc, tu te rappelles, je t'avais appelé, puisque quand j'avais dit ça au mois de juin de l'année dernière, j'avais été attaqué de façon virulente par un type qui est sous mandat d'arrêt international, j'ai dû porter plainte, la plainte suit son cours, on m'avait menacé de mort, etc. J'avais dit que des gens de religion juive devaient s'exprimer pour ne pas laisser le champ uniquement libre et capté par les 15 000, donc quelques représentants s'expriment de manière grotesque et monstrueuse dans les médias français. Nous sommes, je pense, des humanistes, toi et moi, j'aime pas trop le mot, mais bon, voilà. Euh, on, Même si on a de la verve, on est en colère, on est triste aussi. Parce qu'évidemment, ce qui arrive à nos compatriotes juifs, parce qu'ils sont juifs, on ne peut pas tolérer ça. On défendra toujours un juif persécuté parce qu'il est juif et français. On le dira, non, on le dira jamais, c'est bien fait parce que tu es juif. Mais prendre les habits et les méthodes, les pires, des pires de nos ennemis, dont tu citais les nazis, etc., dans une espèce de loi du talion et de vengeance, menace tous les juifs dans le monde, pas simplement en Israël. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire, Netanyahou et Trump aussi, d'une certaine manière. Et ça, je trouve qu'on a régressé de plusieurs décennies, hein, et que l'âge de pierre, c'est nous qui sommes en train de l'atteindre en bombardant et en tuant des populations civiles, en tuant des femmes, des enfants, en les bombardant, en utilisant des bombes au phosphore et en rasant des villages. Ce qu'on fait est innommable. Moi, j'ai honte d'être occidental aujourd'hui. Je le dis, hein, que tu dis c'est une épreuve le matin quand on regarde on ouvre la radio, on ouvre X parce que c'est sur X ça se passe et tout. Il faut s'accrocher quand même. Hein. Et ben moi, je trouve que après tout ce qu'on a vécu, après les Lumières, après la Shoah, en être de façon aussi régressive à ce point-là, ben moi, ça me rend malheureux, quoi. Mais donc, je dois dire, soyons vigilants, parce que cette loi Yadan va revenir. Parce que là, tout le monde, j'ai entendu apathie hier, ou même Mathilde Panot, dire, oh, c'est fini, hein, il va y avoir la Coupe du Monde, et puis l'ordre du jour est chargé, etc. Non, 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 attends, elle ne peut pas ne pas revenir d'une certaine manière, cette loi, vu ce qu'a dit le gouvernement là. Elle va revenir avec une stratégie gagnante, c'est-à-dire du 49-3, parce que à mon avis, c'est métastable. Hein. Donc nous, il faut qu'on alerte l'opinion en étant toujours ces lanceurs d'alerte en disant cette loi va revenir, voilà en quoi elle est néfaste, voilà en quoi ses objectifs vont être le contraire enfin, de ce qu'elle prétend défendre, et voilà pourquoi elle est dangereuse pour les juifs, bien sûr, mais pour l'ensemble de l'humanité. Donc voilà, si on peut participer modestement à ce débat comme aujourd'hui et alerter les gens, cette loi va revenir. N'oublions pas que les victimes du Covid, ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, ont été considérés comme des parias, ont été écartés de la société. On a écarté les gilets jaunes, on les a éborgnés, on leur a pris leurs yeux aux gilets jaunes. On a écarté les médecins, on a écarté les soignants, on a écarté les citoyens qui résistaient. Pendant la réforme des retraites, on n'a rien respecté. Et aujourd'hui, on nous demande, on n'a pas respecté les élections, ni en Roumanie, ni en France, les européennes et les législatives. Les choses étaient prêtes. Ils ont commencé à dire pour Orban que ça avait été bidouillé sur X. En cas de victoire d'Orban, ils auraient annulé, invalidé l'élection. Et maintenant, on doit se taire aussi sur ce qui se passe au Liban, en Iran et en Palestine. On ne se taira pas. Et donc, aucune loi ne nous fera taire. Mais soyons vigilants, parce qu'elle va revenir, cette loi, et sans doute, si les forces en présence ne pourront pas l'adopter, elle sera adoptée par 49.3, ce qui serait encore pire. Voilà, jeunes gens, je pense, je m'adresse à ceux qui Ah, nous moi, écoutent. je sais bien.
je sais bien. À ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt et on va, comme vient de le dire Didier, continuer à l'ouvrir hein, jusqu'à ce qu'on réussisse à nous faire taire. Mais même ça, ça va peut-être être difficile. À bientôt.